Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo sur la chaîne ici de Card United with Pride. On va évidemment parler en français, on va parler cartes, on va parler biens et on va parler Lorcana principalement, surtout au lancement de la chaîne et vraisemblablement tout au long de son existence. Alors, première vidéo que j'espère un petit peu utilitaire, même si un petit peu tardive. Mais cela s'explique parce que j'ai mis les mains sur les cartes relativement tard, c'est-à-dire en fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi et donc les tournois ont déjà commencé à prendre place. Mais peu importe, on va se concentrer sur l'objectif du jour, c'est-à-dire vous présenter les 3 starters, parce qu'il y a 3 decks pour commencer, et quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, quels sont les decks que je vais vous recommander évidemment, et ceux que je ne vous recommanderai pas. Alors je mets ça au pluriel, il n'y a que 3 starters donc pour commencer, donc forcément vous aurez vite fait le tour des choix que cela vous propose, mais pour évidemment élargir cette panoplie, vous aurez le loisir d'ouvrir des displays et des boosters, ce qui viendra accroître les possibilités de jeu. Alors tout d'abord, quels sont ces 3 starters? Eh bien, magie, nous avons 3 decks. Alors nous avons, c'est déjà ouvert, excusez donc que les boîtes ne sont pas neuves, forcément. 3 decks différents, donc avec des couleurs. Les couleurs, elles sont bien connues, les joueurs de cartes. Rien d'extraordinaire de ce côté-là. On a un deck vert-rouge appelé ici Émeraude Rubis, un deck bleu-noir appelé ici Saphir et Acier, et enfin un deck jaune et violet, ici appelé donc Ambre et Améthyste. Un moyen simple pour les reconnaître, c'est les personnages qu'il y a sur la carte, sur le boîte de cartes tout simplement. Et bien sur le paquet de cartes de démarrage Émeraude Rubis, nous avons Aladdin et Cruella. Sur le deck Acier et Saphir, nous avons, je suppose, Simba ou Mufasa, et nous avons aussi Cendrillon, je crois, mais je me plante parce que je pense que c'était peut-être la Belle au Bois dormant, donc Aurore. Et enfin, sur le deck Ambre et Améthyste, où il y a beaucoup de personnages en Disney, désolé, nous avons Vaiana, et nous avons aussi Mickey Mouse, avec une tenue sortie, je pense, tout droit du jeu, tout simplement. Et c'est pas peu de le dire. Alors, on va faire court pour ceux qui voudraient vraiment aller à l'essentiel. Quels sont les starters que je vous recommande? Quels sont les starters que je ne vous recommanderai pas tout de suite? C'est simple, si vous êtes un débutant, si vous voulez vous lancer, si vous avez peu de connaissances dans les cartes à jouer, les 2 starters que je vous recommanderais plus ou moins à égalité, c'est ici le deck vert-rouge, donc avec Aladdin et Cruella, et le deck Ambre et Améthyste. Alors je vais développer un peu tout ça brièvement. Pourquoi ces 2 decks-là? Parce que c'est des decks qui se prennent plus facilement en main globalement et qui vont demander un petit peu moins de stratégie. Alors je mets des guillemets parce qu'évidemment si vous êtes plus aguerri, vous allez comprendre qu'il y a des petites finesses et des particularités. Pourquoi? Parce que le deck Émeraude Rubis est un deck qui va aller chercher à frapper votre adversaire assez vite et assez fort. Le deck ici, Ambre et Améthyste, c'est un peu moins le cas, mais globalement, vous devriez vous en tirer, même si vous balancez vos cartes sur le board, et si vous cherchez à raser votre adversaire avec, ça devrait marcher sans trop de soucis. On retrouve en queue de peloton le deck Saphir et Acier, toujours selon moi, parce que vous avez le droit d'avoir d'autres avis. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus complexe, parce qu'il met plus de temps à se mettre en place, et donc peut-être un peu moins évident si vous vous lancez comme ça. Alors comme je l'ai bien précisé au début de la vidéo, évidemment ce sont des decks de base, donc vous allez commencer avec et vous allez chercher à les étoffer avec des cartes que vous allez récupérer dans les boosters. Je vais expliquer brièvement aussi comment fonctionnent ces starters. Alors ces starters, vous allez ouvrir les cartes, en fait ce sont des decks qui sont pré-tirés, donc c'est des decks que tout le monde peut avoir à l'identique. Si j'achète un starter et que vous achetez le même starter, on va se retrouver exactement avec les mêmes cartes. Il n'y a pas de cartes plus rares ou de cartes moins rares qu'on peut récupérer dans un starter, c'est vraiment similaire. Donc il n'y a pas ce côté, peut-être que si j'achète 10 fois le même starter, je vais choper une carte excessivement rare dedans. Non, ne faites pas ça. Ça pourrait vous servir si vous cherchez évidemment à obtenir plusieurs exemplaires des mêmes cartes, mais ça me semble un petit peu exagéré. Alors on va jeter un rapide coup d'œil à ce que contiennent ces starters, ces decks starters. Vous allez trouver tout d'abord dedans, alors évidemment ça a été complètement décroché, donc vous allez voir peu de fioritures, mais ceci qui contiendra vos jetons de dégâts. Donc les jetons de dégâts, c'est ce que vous allez mettre sur vos cartes créatures. Alors pour exemple d'un jeton de dégâts, simplement, donc ici un jeton de dégâts 1. Je vais déposer sur le deck Ambre et Améthyste. Donc en fait quand votre créature va prendre un dégât, vous allez mettre un petit jeton de dégâts, et puis une fois qu'elle
qu'elle est morte, ou quand elle est mise KO, vous allez retirer les jetons de dégâts et mettre votre carte dans la défausse. Mais donc voilà, ça c'est un support pour les jetons de dégâts, c'est du carton, vous les décrochez et vous les mettez précieusement de côté. Alors en plus de cela, ça n'est pas tout, évidemment, vous allez récupérer de brèves explications concernant les règles et les particularités du jeu Lorcana, donc rien d'extraordinaire, mais ma foi, fort pratique. C'est relativement sommaire. Logiquement, si vous achetez les starter decks en français, vous aurez les règles en français. Ça, c'est quand même pas mal. Ça va être toujours du plaisir de le souligner. Dedans, vous allez évidemment récupérer vos cartes, parce que vous avez un paquet de cartes, 60 cartes à jouer, évidemment. Ça n'est pas tout. Vous allez aussi récupérer ceci. Alors, ceci, c'est quoi ? C'est votre compteur de l'or. On aura l'occasion d'expliquer un petit peu les règles dans d'autres vidéos, mais ceci vous permettra de compter vos points de l'or. En fait, grosso modo, vous voyez ici, j'ai un playmat qui est mis sur la table. On va évidemment prendre la petite zénithale et ça vous donne une idée des façons de placer vos cartes. Ici, il vous propose une version, je pense, gaucher, une version droitier. Donc, vous avez une version ici avec le deck qui va à gauche. Et si je retourne tout simplement, j'ai le deck qui va à droite. Rien d'extraordinaire, évidemment, de ce côté-là. Et alors, vous avez un compteur qui va de 0 à 20, puisque le but dans l'Orcana, c'est d'arriver à 20 points de l'or. Alors, comme je l'expliquais plus tôt, évidemment, je ne vais pas vous expliquer les règles. Ce sera l'occasion de le faire dans une autre vidéo. Ici, on va vraiment se focus sur les starters. Et sur les starters, eh bien, nous allons y revenir en rapidité, mais avec efficacité. Donc, plus en détail, puisque j'ai dit que brièvement en début de vidéo, eh bien, je vous donnais un petit peu mes conseils par rapport au deck à prendre en main. Donc, je le rappelle, partez plutôt sur du émeraude rubis ou sur un ambre améthyste qui, à mes yeux, en tout cas, me semble les plus faciles à prendre en main et avec lesquels vous aurez les meilleurs résultats. Et nous allons passer brièvement en revue, alors pas chacune des cartes, parce que c'est vraiment pas le but ici de la vidéo, mais plus l'idée un peu de vous présenter plus en détail les mécaniques. Et pourquoi est-ce que j'estime que le émeraude rubis et le ambre améthyste est plus facile à prendre en main. Alors, grosso modo, vous allez vite le constater. Donc ici, j'ai le émeraude rubis. Ici, j'ai notre deck que j'estime être un peu moins efficace, le saphir acier. Le ambre et améthyste est dans les mains de mon charmant conjoint, mais c'est pas grave, c'est pas le but de vous montrer toutes les cartes comme je le disais. Alors, dans le émeraude rubis, en fait, quelles sont les principales mécaniques avec lesquelles ce deck va tourner? Eh bien, c'est assez simple. C'est un deck qui va, comme je le dis, être relativement agressif. Donc, vous allez avoir des cartes qui vont chercher à faire du dégât aux cartes adverses et vous allez gagner quelques points de l'or par-ci par-là. C'est quand même le but. Sans points de l'or, évidemment, vous n'allez pas gagner. Vous allez également pouvoir retirer des points de l'or à votre adversaire. Alors, je crois, je peux me tromper, que c'est pour l'instant un des seuls starter decks dans lesquels vous allez retrouver ce type de carte, ce qui est quand même pas mal aussi. Donc, l'idée, c'est par exemple, si votre adversaire a un petit peu d'avance par rapport à vous, et bien simplement de sortir ses cartes et de lui faire perdre son avance et potentiellement de pouvoir le rattraper. Au niveau de la carte la plus puissante du deck, c'est la carte Aladdin. Vous allez voir, les mécaniques tournent beaucoup évidemment autour de ces cartes. Alors, je ne vais peut-être pas la retrouver facilement, mais grosso modo, Aladdin, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire un petit peu tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que la carte Aladdin est une carte qui a un coût de 7, qui peut être réduite à 5 si vous avez un autre Aladdin sur le board à ce moment-là. Eh bien, qu'est-ce que va faire cette carte Aladdin? Si vous si vous défiez une carte adverse et que vous lui bannissez sa carte, eh bien, vous allez gagner vous-même 2 points de l'or et bien, votre adversaire va perdre 2 points de l'or. Donc, comme je l'expliquais, vous faites perdre du l'or à l'adversaire, donc il va prendre du retard par rapport à vous, et vous allez gagner 2 points. Donc pour une carte bannie avec Aladdin, c'est quand même un écart de 4 points qui va se creuser. 4 points de l'or, c'est très fort. Vous allez voir que la majorité des cartes vous feront gagner peut-être 1 point de l'or, 2 points de l'or, et quelques rares cartes, 3 points. Des cartes qui vous font gagner 4 points de l'or comme ça gratuitement, c'est plutôt rare, et Aladdin en fait partie. Alors quand je dis gratuitement, évidemment, c'est un contre-coup, puisque je l'expliquais. Vous prenez des dégâts même si vous défiez les cartes adverses. Donc au bout d'un moment, votre Aladdin, simplement, il va passer dans votre défausse. Mais en état des choses, il va quand même avoir son petite efficacité et être très utile. Donc c'est un deck avec lequel vous allez pouvoir gagner des points de l'or, faire perdre des points d'or à votre adversaire. Vous allez voir pas mal de mécaniques assez sympathiques, avec aussi des cartes qui sont insaisissables. Alors insaisissables, la particularité de ces cartes, c'est qu'elles ne peuvent être défiées qu'avec des cartes qui ont également ce trait. En sachant que pour l'instant, dans les 2 autres starter decks, les cartes insaisissables sont plutôt rares et plus faibles globalement que ce que vous allez trouver dans le deck Émeraude et Rubis. Donc ça signifie que les adversaires vont devoir mettre plus d'efforts pour battre vos cartes insaisissables. Il y a d'autres alternatives, évidemment, il y a moyen d'aller les attaquer avec des sorts et des choses comme ça qui font que ces cartes insaisissables ne sont pas non plus un gage de victoire pour autant, mais ça reste assez fort et donc c'est pour ça qu'en posant vos cartes, vous allez voir assez vite
une facilité à jouer qui va se poser. Il y a moins ce côté de la réflexion du est-ce que je dois jouer ma carte ou pas. Ça va plus se jouer sur les spells. Il y a quelques sorts quand même qui sont dans le deck, mais très peu de chansons par exemple, qui est une particularité de l'Orcana, et peu d'objets aussi. Donc c'est vraiment un deck assez straightforward, donc simple d'esprit, entre guillemets, il ne faut pas trop réfléchir pour le jouer. Le deck Ambre et Améthyste, alors comme je dis, c'est le deck que j'ai pas sous la main, donc je vais en parler de mémoire parce que je sors d'un tournoi de plus ou moins 4 heures, donc j'ai eu l'occasion de rôder ces différents starter decks. Eh bien, il va tourner autour d'un principe assez simple. En fait, ce starter deck-là, c'est que vous allez mettre des cartes sous le board et vous allez avoir pas mal de cartes qui vont vous permettre eh bien, de les garder soit en main, soit de les récupérer dans votre défausse, ce qui va rendre ce deck assez puissant. Pourquoi? Eh bien, lorsque votre adversaire va chercher à défier vos cartes pour les mettre dehors, avec d'autres cartes, vous allez pouvoir les récupérer. Bon, c'est ce que j'expliquais grosso modo. Quelles sont ces cartes? Alors, vous en avez plusieurs, hein, donc je ne me rappellerai peut-être pas de toutes. Vous avez Mickey Mouse, donc la version que vous avez ici sur le paquet, donc le Mickey Mouse en tenue revisitée pour l'occasion pour l'Orcana, qui, lui, va pouvoir ramener par exemple des personnages balais. Alors oui, quand je dis ça, évidemment, ça paraît toujours très bizarre, mais vous allez pouvoir mettre des personnages balais dans votre main, si je ne dis pas de bêtises. Les personnages balais ont aussi cet effet, quand vous allez les mettre sur le terrain, d'aller chercher des cartes dans votre défausse pour les remettre dans votre pioche. Donc vous voyez, il y a une petite mécanique qui se profile évidemment à l'horizon. Et ensuite, la plus grosse carte, mais c'est le docteur donc, qui vient la Princesse et la Cornemuse, si je ne dis pas de bêtises, je ne me souviens plus du nom, comme je dis, j'ai pas la carte sous les yeux, donc forcément c'est un petit peu problématique, qui coûte 7, qui peut coûter moins, c'est pareil que Aladdin, donc si vous avez l'équivalent de sa carte, c'est une carte qui coûte 2, si je ne dis pas de bêtises, ou 3, et vous la placez, en fait au lieu de vous coûter 7, elle vous coûtera 5, c'est pour ça que je pense que votre version doit coûter 2, et bien simplement quand votre cartes sont vaincues en défi, pareil, elles vont pouvoir se remettre donc dans votre main, si je ne dis pas de bêtises, à revérifier bien entendu, comme je dis, je n'ai pas les cartes sous les yeux, mais bon, l'idée elle est simple en tout cas, c'est clairement de ne pas vous faire éliminer vos cartes de manière définitive. Vos cartes partent certes à la défausse, mais vous allez chercher à les reprendre constamment. Sur le côté vous avez Vaiana qui est assez forte aussi. Vaiana, quel est son pouvoir? Eh bien elle va pouvoir aller réactiver les autres cartes princesses de votre jeu, que vous avez en jeu. Donc si vous envoyez vos princesses par exemple à l'aventure pour vous faire un défi à une carte adverse, vous utilisez Vaiana et vous allez pouvoir remettre ces cartes en étant actives. C'est évidemment assez utile. Alors, ça n'est pas toutes les particularités dans ce deck jaune et ambre et améthyste. Il y a plein d'autres petites particularités, mais bon, c'est un peu pareil. Finalement, il y a des spells, hein, il y en a quelques-uns. Vous avez des cartes qui sont saisissables, ça c'est pas mal aussi. Mais grosso modo, c'est aussi assez un deck no-brain, sans trop de réflexion. Vous allez pouvoir jouer vos cartes comme elles arrivent, avec évidemment quelques particularités. Attention, je ne dis pas le contraire. Tandis que, et on va en arriver au, pour moi, troisième deck, donc le deck un peu plus complexe, le deck Saphir et Acier, qui est plus difficile à prendre en main pour un joueur qui débuterait, pour une raison qui est assez simple. C'est un deck qui en fait vise la durée, vise les matchs un peu plus longs. Il va aussi vous demander de réfléchir plus longuement sur votre main, être certain d'avoir la main qu'il vous faut et espérer en tout cas avoir la carte qu'il vous faut. Donc ça nécessite vraiment une certaine technicité. Alors attention, moi je ne dis pas non plus qu'il faut être un expert du jeu pour arriver évidemment à gagner avec ce deck bleu-noir, mais il n'en reste pas moins que c'est un deck qui est très viable, donc c'est un deck qui peut être joué et il n'y a pas trop de soucis. Pourquoi est-ce que ce deck va demander plus de réflexion? Eh bien parce que toutes les cartes ne s'utilisent pas de la même façon. En fait, vous avez des cartes ici dans le deck Saphir et Acier, dont le principal intérêt va venir de rajouter, augmenter votre pool d'encre. Donc c'est-à-dire que là où dans le deck Émeraude et Rubis et Ambre et Améthyste, vous devez vous contenter, je mets des guillemets, de mettre une encre par tour maximum, et bien pour le deck Saphir et Acier, il y a ces petites particularités que vous allez pouvoir ajouter des encres supplémentaires, pas à chaque tour, mais de temps en temps, ce qui va vous permettre évidemment de renforcer votre potentiel d'invocation, puisque vous aurez plus d'encre et donc plus de possibilités d'invocation. Mais évidemment, il faut faire attention à ne pas être trop gourmand. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si vous vous retrouvez avec énormément d'encre sur votre terrain, mais aucune carte dans la main, eh bien l'intérêt devient excessivement faible, vous l'imaginez bien, parce que vous n'aurez rien à sortir dans ce cas-là. Donc c'est déjà un problème entre guillemets pour un nouveau joueur, puisqu'il y a un réel équilibre ici à tenir, et cet équilibre du
je dois placer plus d'encre pour pouvoir aller plus vite, enfin en tout cas plus vite, que je puisse avec le temps arriver à surclasser mon adversaire parce que j'ai plus d'encre que lui, c'est très bien. Mais si je le fais trop vite et trop rapidement au détriment de ma main, je peux me retrouver avec une situation dans laquelle je n'ai plus de cartes à jouer, hein, et ou si l'adversaire prend le contrôle du board, et bien simplement je ne saurais plus rien faire. Donc il faut réfléchir en termes de est-ce que je veux encore augmenter mon pool d'encre, est-ce que j'ai suffisamment d'encre, est-ce que c'est maintenant qu'il faut que je joue la carte, est-ce que c'est plus tard qu'il va falloir la jouer. Donc déjà voilà un petit souci. Secondo, vous allez avoir des cartes qui vont permettre de piocher. Alors c'est très fort, hein, attention, piocher dans un jeu ici TCG, c'est évidemment souvent très utile, on ne va pas se le cacher. Cependant, souvent ces cartes de pioche, en tout cas quelquefois ces cartes de pioche, hein, je ne vais pas non plus exagérer, vont vous demander de faire des choix. C'est-à-dire que vous avez des cartes qui vont vous dire par exemple, vous piochez 2 cartes, mais vous devez défausser 2 cartes. Donc évidemment, déjà, ça signifie connaître son deck, hein, et connaître aussi le deck adverse. Pourquoi? Parce qu'évidemment, selon les adversaires que vous allez affronter, toutes les cartes n'auront pas la même utilité, la même force, et donc il ne va pas falloir se débarrasser des mêmes cartes dans votre main. Parfois garder certaines cartes, parfois d'autres. Est-ce que je vais garder des cartes qui vont augmenter mon pool d'encre? Est-ce que je vais garder des cartes qui vont augmenter mon potentiel d'agressivité? Donc plus de réflexion à ce niveau-là, qui va demander une certaine maîtrise. Et en plus de cette maîtrise, et c'est pour ça que je reviens à ce deck qui est relativement technique, évidemment il y a une part de chance qui va se rajouter à tout ça. La part de chance, elle peut être, on va dire, réduite parce que vous pouvez réfléchir aussi en termes de cartes, savoir quelles cartes vous avez posées, quel est le pourcentage de chance évidemment d'aller chercher les cartes que vous ne voulez pas ou que vous voulez. Donc c'est de la réflexion, mais ça signifie vraiment bien connaître son deck. Vous avez 60 cartes, c'est pas tant que ça, mais ça signifie connaître bien ces 60 cartes et savoir quelles sont les cartes que vous allez chercher à tirer, quelles sont les cartes que vous ne voulez pas tirer, quelles sont les cartes que vous ne voulez pas voir finir dans votre pool d'encre, parce que certaines cartes par exemple vont vous imposer de prendre une carte. Donc je prendrai la première carte ici de ma pioche, et cette carte-ci, quoi qu'il arrive, par exemple, deviendrait une encre. Ici, en l'occurrence, j'ai allumé les mèches. Ça peut être intéressant pour moi, mais ça pourrait être une carte bien plus embêtante, évidemment, à aller mettre dans tout ça. Et en fonction des cartes que vous aurez jouées, des cartes que vous aurez piochées, évidemment, le pourcentage de chance ne sera pas à l'identique. Voilà. C'est relativement, je l'espère, clair. En tout cas, si vous connaissez les bases du jeu, attention, évidemment, ça s'adresse aux gens qui ont déjà fait plus en partie. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu comment ça tourne le jeu, hein, ça me semble assez intéressant quand même aussi pour vous. Mais vous aurez mon premier ressenti. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait 4 parties hier soir. J'ai fait ici, on a fait un tournoi donc, en 4 matchs de 3 manches. Donc au total 12 manches jouées. Donc en 12 manches avec les starter decks, j'estime avoir une petite connaissance de tout ça et d'avoir pu voir un peu les forces et les faiblesses. Je dirais bien quand même de vous dire attention au fait que tous les starter decks sont bien jouables, hein. J'ai vu des gens gagner avec chacun des starter decks, j'ai vu des gens perdre avec chacun des starter decks. Donc évidemment, il y aura toujours un facteur chance et un facteur maîtrise qui vont vous permettre eh bien, de gagner ou de perdre, hein. Ça va dépendre de plein de facteurs. Mais bon, on peut minimiser tout ça en allant vers la facilité, vers la simplicité. Et si vous voulez de l'efficacité et simple prise en main, clairement émeraude et rubis. Alors, logiquement, ici, c'est une vidéo que vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube, donc Card United with Pride. Qu'est-ce que vous allez trouver sur cette chaîne YouTube? Eh bien, des explications sur les cartes, sur la méta, des openings de display et de booster, et des explications globalement sur le Lord Arcana, les nouveautés à venir et ce genre de choses, des explications aussi sur les règles, bref, plein de choses qui seront utiles. En plus de ça, évidemment, nous allons créer une chaîne Twitch dans laquelle nous pourrons faire des lives. Le but de ces lives, c'est de faire des parties potentiellement en live et également de faire des ouvertures avec vous. Ici, concrètement, j'avais envie de faire ces premières vidéos tranquillement chez moi. Surtout, il va falloir que j'affiche un petit peu au setup pour vous faire les ouvertures correctement en live. Mais donc, n'hésitez pas, tous les liens seront mis dans la description lorsque la vidéo sera postée. Je vous invite évidemment à lâcher vos plus beaux likes, à lâcher vos plus beaux commentaires, me dire un petit peu quels sont vos ressentis à la sortie de l'Arcana, quels sont les starters que vous avez joués, quels sont les starters que vous avez aimés, quels sont les starters que vous détestez. Bref, lâchez-vous, donnez-moi un petit peu vos explications. Je tâcherai de vous y répondre avec évidemment joie et bonheur, car c'est évidemment le but de jouer à ce jeu de cartes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.